Bonjour et bienvenue dans ce journal sur CCTV français. L'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en raison du saccage de son ambassade de Téhéran par des manifestants. La crise diplomatique née de l'exécution par l'Arabie Saoudite d'un dignitaire chiite franchit un nouveau palier. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a déclaré lors d'une conférence de presse que les membres de la mission diplomatique iranienne avaient 48 heures pour quitter le pays. Il a ajouté que Riyad ne permettra pas que la République islamique menace la sécurité du royaume sunnite. Et dimanche dernier, à Téhéran, des manifestants iraniens ont saccagé dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a prédit une vengeance divine après l'exécution du cheikh Nimr al-Nimr, figure de l'opposition à la famille régnante en Arabie Saoudite. Le Premier ministre indien Narendra Modi a convoqué une réunion pour discuter des suites de l'attaque survenue dans la base aérienne située près de la frontière avec le Pakistan qui a tué 7 militaires et blessé 20 d'autres personnes. Les forces de sécurité indiennes sont toutes mobilisées depuis dimanche soir dernier pour sécuriser la base aérienne de Pathankot. Au moins 2 des assaillants sont toujours en fuite alors que 4 autres ont été tués dans l'attaque de samedi dernier. Nous ne pouvons pas encore déclarer que chaque endroit de la base aérienne est complètement sécurisé, tant que nous ne sommes pas certains qu'il n'y ait plus aucun élément antinational dans la zone. Le ministre de l'Intérieur indien, Rajiv Merishi, a déclaré que les 2 suspects ont été brièvement aperçus dimanche dernier dans l'après-midi, pendant quelques heures. Il a par ailleurs rappelé que les forces de sécurité du pays espéraient neutraliser les militants avant dimanche soir. Cela contredit les déclarations effectuées plus tôt par un responsable anonyme de l'armée, selon lequel les 2 assaillants en fuite ont déjà été tués. Le vice-ministre de l'État du Punjab, situé dans le nord du pays, a indiqué que les 2 assaillants seraient originaires du Pakistan. L'attaque est survenue une semaine après la visite du Premier ministre indien, Narendra Modi, au Pakistan, visant à raviver des relations bilatérales au point mort. Le Pakistan a fermement condamné l'attaque et a confirmé le désir de conforter les avancées réalisées pendant les récents contacts entre les dirigeants des 2 nations voisines. Un terroriste armé d'une ceinture explosive a attaqué une base militaire située à 140 km au nord de la capitale irakienne, Bagdad. Au moins 15 gardes sont morts et 22 autres ont été blessés. L'attaque s'est déroulée au camp Speicher, une ancienne base américaine située à l'extérieur de la ville de Tikrit, actuellement utilisée pour l'entraînement de la police irakienne. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans une déclaration postée sur Internet. En 2014, les terroristes du groupe État islamique avaient tué près de 1700 soldats originaires de cette base. L'opération de l'armée irakienne pour reconquérir la ville de Ramadi se poursuit. Un responsable irakien a déclaré que l'armée avait repris environ 85% de la capitale de la province d'Al-Anbar et que la résistance des membres de Daesh était futile. Actuellement, 200 à 250 combattants continuent de tenir plusieurs zones de la ville. Si l'on compare cela aux 4000 extrémistes mentionnés dans un rapport que nous avons reçu de l'armée américaine avant l'opération militaire, nous pensons que ce chiffre suggère que Daesh a subi un gros revers. Les frappes aériennes ont beaucoup joué dans cela. Vendredi, Daesh a lancé une attaque contre l'armée irakienne à une quarantaine de kilomètres au nord de Ramadi. L'armée a réussi à repousser l'assaut. Selon Sabah al-Nouman, elle a détruit 6 véhicules chargés d'explosifs et tué plusieurs terroristes, alors qu'aucun blessé ou mort n'a été signalé de son côté. Toujours selon al-Nouman, cet assaut est un nouvel échec de Daesh qui cherche à briser le siège du gouvernement. Plusieurs corps d'armée, dont les forces spéciales et les unités antiterroristes, avanceraient dans l'est de Ramadi et seraient prêts à faire face à toute nouvelle attaque des militants de Daesh. Et restons dans le pays, les affres de la guerre ont poussé de nombreux civils irakiens à fuir de chez eux pour trouver refuge ailleurs. Nous nous sommes rendus dans un camp de réfugiés près de Ramadi pour constater les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent des familles entières. Voici un camp de réfugiés situé à une vingtaine de kilomètres environ au sud de Ramadi. Les autorités provinciales l'ont préparé avant même le début de la bataille pour reprendre la ville des griffes du groupe État islamique. Ce camp a été établi pour les réfugiés en provenance de Ramadi. Nous l'avions prévu avant de lancer l'opération militaire pour reprendre la ville. Environ 58 familles ont fui après le début des combats pour un total de 400 personnes.
La plupart des réfugiés présents sont des femmes et des enfants. Ils n'ont plus rien après avoir été forcés de quitter leur foyer. Ils doivent à présent affronter les rigueurs de l'hiver à l'abri dans de simples tentes. Nous avons dû recouvrir les tentes avec des toiles. L'hiver est assez froid ici. Nous devons trouver davantage de matériaux et nous préparer à venir en aide à davantage de personnes en provenance de la province d'Anbar. Depuis le début de l'opération militaire, des milliers de familles ont fui leur habitation. Mais il est devenu plus difficile pour le gouvernement irakien de soutenir les réfugiés, alors que le prix de la principale source de revenus du pays, le pétrole, a chuté drastiquement et que les dépenses militaires sont restées élevées. Le gouvernement ne peut que proposer une aide basique comme des tentes, de quoi dormir, des vêtements et de la nourriture. Le principal problème ici est l'électricité. Il fait extrêmement froid maintenant. Vous avez peut-être vu cela, nous avons offert des cuisinières au pétrole à chaque famille. Mais nous sommes à court de carburant. Le gouvernement central fournit une quantité de pétrole très limitée, seulement suffisante pour répondre à 40% de l'ensemble de nos besoins. La bonne nouvelle est que les forces gouvernementales ont repris la plus grande partie de Ramadi. De nombreux réfugiés espèrent à présent pouvoir rentrer dans leur foyer, ou plutôt ce qu'il reste de leur foyer. Parlons à présent de la péninsule coréenne. Les médias sud-coréens affirment que la République populaire démocratique de Corée se prépare à tester des armes thermonucléaires sur le site de Banjiri. L'agence de presse Yonhap indique que l'information provient du centre sud-coréen de commandement de la défense chimique, biologique et radiologique. Selon ce dernier, la République populaire démocratique de Corée creuserait dans le site de Banjiri d'un tunnel qui pourrait potentiellement servir à des tests d'armes nucléaires. La RBDC a en 2006, 2009 et 2013 déjà mené des tests nucléaires dans ce site. Et les médias sud-coréens ont condamné l'épouse du Premier ministre japonais après que celle-ci a déclaré s'être une nouvelle fois de plus rendue au sanctuaire militaire de Yasukuni à Tokyo. Aki Abe a posté des photos du site sur sa page Facebook le jour même où le Japon et la Corée du Sud ont conclu un accord historique sur l'épineuse question des femmes de réconfort pendant la guerre. L'épouse du Premier ministre Abe a écrit « Ma visite ultime en 2015 », remarquant que cette année-là marquait le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le sanctuaire honore les millions de morts à la guerre du pays, dont un certain nombre de criminels de guerre de classe A. Le président américain Barack Obama a fait de la lutte contre la violence par arme à feu sa principale résolution pour l'année 2016 lors de son discours à l'occasion du Nouvel An. Le président des États-Unis a déclaré qu'il s'agissait d'un travail crucial à terminer pour son administration. Alors qu'il entame le début de sa dernière année en tant que président, Barack Obama a exprimé des regrets pour le peu de progrès réalisés au cours des 7 dernières années pour remédier à l'épidémie des violences par arme à feu. Il a estimé que plus de 30 000 décès étaient dus à des armes à feu chaque année aux États-Unis et que pour plus de la moitié d'entre eux, il s'agissait de suicides. Mais étant donné la très faible possibilité de trouver un terrain d'entente avec le Congrès sur cette question, Barack Obama devrait avoir recours à ses pouvoirs exécutifs qui lui permettraient d'imposer certaines nouvelles mesures anti-armes. Le président américain rencontrera lundi le procureur général des États-Unis, Mme Loretta Lynch, afin de discuter des options envisageables pour réduire le nombre de morts et de blessés par arme à feu. À travers l'ensemble des États-Unis, les survivants des violences par armes ou ceux qui ont perdu un enfant, un parent, un époux ou une épouse à cause des armes sont obligés de commémorer de telles tragédies chaque jour. Et pourtant, le Congrès n'a toujours rien fait pour empêcher que ce qui leur est arrivé ne se produise pour d'autres familles. Il y a quelques mois de cela, j'ai demandé à mon équipe à la Maison-Blanche de réfléchir à quelles nouvelles actions je pouvais prendre pour aider à réduire la violence par arme à feu. Et lundi, je rencontrerai notre procureur général, Loretta Lynch, afin de discuter de nos options. Retour sur le plateau de CCTV français et on continue ce journal avec la Chine. Les candidats à la prochaine élection à Taïwan se sont affrontés lors de leur dernier débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, James Song du Parti du Peuple en premier et Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique participaient samedi dernier à un débat enflammé sur leurs politiques économiques et sociales respectives.
Le débat a commencé par des salutations, puis s'est déployé avec des arguments au tac au tac. Les candidats se sont opposés l'un à l'autre sur leurs projets politiques concernant un certain nombre de questions, dont les relations transdétroit, la restructuration économique, la sécurité alimentaire et la réforme des retraites. Eric Chu a dit qu'il mettrait en place des mesures pragmatiques afin de s'occuper du ralentissement économique. Il a aussi demandé à Tsai Ing-wen d'expliquer plus clairement sa politique économique, puis il a déclenché l'offensive en disant que les prochaines élections seraient un choix entre la stabilité et la témérité. Taïwan ne peut pas se permettre de choisir la mauvaise personne, parce que cela mènera à des relations transdétroit instables. Il nous faut choisir la bonne personne, une personne qui travaille de bas en haut et qui a la volonté d'agir, une personne qui assume la responsabilité de ses politiques. En réponse, la candidate du Parti progressiste démocratique Tsai Ing-wen a dessiné les contours de sa politique vis-à-vis de la partie continentale de la Chine lorsque son parti reviendra aux affaires. Elle a dit que le Parti progressiste démocratique accueillera les investissements depuis la partie continentale de la Chine, mais qu'elle comprend aussi l'importance de protéger les intérêts des entreprises taïwanaises. Dans le même temps, elle a réfuté les affirmations du Kuomintang selon lesquelles accroître le revenu de base va procurer de la croissance économique. Vous avez dit qu'accroître le revenu de base pourrait aider à stimuler l'économie. Mais si cela réussit, je parie que vous remporterez le prochain prix Nobel d'économie. Pendant ce temps, James Soong a adopté une attitude neutre dans le débat. Il a dit que le KMT et le DPP devraient cesser de se chamailler l'un avec l'autre. Laissons derrière nous l'inimitié passée et cessez de vous quereller l'un avec l'autre. Nous allons nous concentrer sur l'institution actuelle et essayer de regagner la confiance du peuple dans la politique démocratique. C'était le deuxième et dernier débat télévisé avant l'élection présidentielle du 16 janvier. Mais les trois candidats auront une autre occasion de s'affronter lorsqu'ils se rencontreront vendredi lors d'une autre réunion pour exposer leur politique. Les Chinois du continental sont de plus en plus conscients de la pollution de l'air et du danger qu'elle représente, notamment du smog. Un citoyen ordinaire de Beijing la photographiait tous les jours pendant 3 ans. Tous les matins, le premier geste de Zoe est de prendre une photo depuis sa fenêtre. C'est le cas depuis 3 ans. La compilation de ces clichés quotidiens forme aujourd'hui un calendrier photographique qui retrace la qualité de l'air de Beijing. Lorsque j'ai réuni les clichés du premier mois, j'ai été choqué. Et lorsque le deuxième mois s'y est ajouté, j'ai commencé à croire que cela pouvait devenir un projet significatif. La publication de son calendrier en ligne a attiré l'attention des internautes sur le problème de la pollution de l'air. Elle lui a valu beaucoup de commentaires de soutien. Il a depuis été contacté par des chercheurs qui considèrent que ces photos pourraient constituer des données intéressantes pour évaluer la qualité de l'air. Comme de nombreuses personnes, je me suis beaucoup plaint de la qualité de l'air. Mais dans un deuxième temps, je me suis demandé ce que je pouvais y faire. Le smog résulte de nos activités. Les individus y participent et ont trouvé un consensus à ce sujet. C'est là le sens de mes efforts. Zoe prépare à présent son calendrier pour 2015. Il a transformé son site web en une communauté d'enthousiastes du contrôle de la qualité de l'air. Il est aujourd'hui impliqué dans de nombreuses activités de protection environnementale. La musique du groupe Hanggai possède une résonance unique en son genre, inspirée des chants traditionnels de Mongolie intérieure et de mélodies plus à la mode telles que la musique punk. Parmi les différentes inspirations du groupe, les musiciens citent Pink Floyd, Radiohead, Rage Against the Machine, mais également des groupes de rock chinois. Notre reporter et mon collègue Yves Mouillet est parti à leur rencontre. Hanggai est un groupe de musique pop-punk formé à Pékin en 2004 qui chemine depuis plusieurs années dans le vaste empire des sonorités ancestrales de Mongolie intérieure. Ilichi, après avoir fait vibrer la scène musicale de la capitale chinoise avec son groupe précédent, a décidé de renouer avec les mélodies de son enfance. Le terme Hanggai
fait d'ailleurs référence à un paysage idéalisé de pâturage, de rivières, de montagnes, d'arbres et de ciel bleu. 做音乐嘛，大家都是很有个性的，所以有的时候会喝酒，然后吵架、打架，然后就是因为音乐或者是因为生活各种各样的事儿，始终大家还是在一起，就是坚持做这个事儿。巡演的时候，每天的地方都是新的、新鲜的，然后我也很享受这个旅程。一般都是巡演的时候，我都是最快乐的。 Alors aujourd'hui, on a affaire à une équipe extrêmement cosmopolite. Là, vous allez voir cet individu-là avec des chaînes en argent et sa casquette, et puis un toucher à la guitare qui a l'air, ma foi, Jimi Hendrix en serait en pleine admiration, j'imagine. Là, vous allez voir dans quelques instants un homme qui est très imposant par sa carrure. Il a un béret, lunettes de soleil. C'est un individu qui est chanteur de ce groupe, chanteur exceptionnel à la voix que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure et l'admirer bien entendu. Certains membres du groupe ont redécouvert leur identité culturelle dans la Chine moderne. Ils sont allés jusqu'à réapprendre leur langue maternelle afin de l'incorporer dans leur répertoire. Le groupe chante un mode de vie sur le point de disparaître, un mode de vie qu'eux-mêmes n'ont jamais véritablement connu, ce qui prouve à quel point il est difficile de trouver ses origines et conserver la singularité de son identité. 我出生和长大的地方是图莫特左旗，就靠近呼和浩特。在整个内蒙来说，那个地方是这个蒙古族的文化、语言各方面流失最严重的。继续做蒙古风格的音乐，让更多的蒙古人理解这个民族存在的意义，还有让更多的人理解蒙古音乐。 Certains nostalgiques préfèrent avancer à reculons. Rangai retourne véritablement vers le futur, dans un monde où le vent fouette votre visage, où la musique est marquée par le rythme des sabots d'un pur sang lancé au galop, où une combinaison d'accords à la guitare peut suggérer son hennissement, un monde où le temps est figé. Fermez les yeux, laissez-vous transporter par cette mélodie contemporaine, cet élan universel dont l'histoire remonte à la nuit des temps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.